Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Ce matin, nous avons deux invités avec nous. Dans un premier temps, on accueillera l'ambassadeur Hervé Denis qui interviendra à la rubrique en direct des États-Unis. L'ambassadeur Denis nous parlera de cet acte posé par le Sénat des États-Unis qui a réautorisé le renouvellement de la loi sur le partenariat commercial du bassin des Caraïbes, CBTPA, jusqu'en 2030. Et dans un second temps, l'économiste William Savary sera avec nous. Mais déjà, nous sommes en contact avec l'ambassadeur Denis, en direct de Washington. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bienvenue sur Métropole. Bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous. Merci beaucoup, Wendell. Et je profite de l'occasion pour saluer toutes ces celles qui syntonisent vos stations d'une manière ou d'une autre. Merci. Haïti a dirigé les efforts de plaidoyer pour le passage du renouveau à la Chambre et au Sénat au nom de la région des Caraïbes. C'est en tout cas ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux. Vous avez joué un rôle quelconque, monsieur l'ambassadeur, dans cette démarche ? L'ambassade a été très active, mais avant, c'était un mandat que nous avons reçu d'abord du président de la République et d'une série d'entreprises que nous devons entreprendre dans notre mission. Et nous avons été à la hauteur de la tâche. Mais je dois dire aussi que bien avant nous, il y a eu les efforts de l'ADI qui pendant longtemps, ont joué un rôle très important. Mais c'est la première fois que l'ambassade, je peux dire, de manière aussi active, intervient dans ce dossier. Et c'est pas... ça a été un travail de bénédictin, parce qu'il a fallu travailler beaucoup. Et nous avons heureusement une équipe qui assiège le congrès, parce que c'est pas un travail facile d'aller travailler au niveau du congrès. Il faut savoir travailler avec les staffeurs, c'est-à-dire ce sont les assistants des congressistes, il faut leur faire la cour, et il faut aller dans chaque comité. Et en ce qui nous concerne, c'est le comité des voies et moyens et le sous-comité du commerce. Et il a fallu approcher quasiment chacun d'eux au niveau de la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de la Chambre des députés. Et une fois que c'est passé, la loi a été votée au niveau de la Chambre des représentants, il a fallu maintenant aller et pousser nos efforts de lobbying auprès du Sénat, du comité des finances. Donc il fallait voir avec le chairman, qui est M. Chuck Wesley, et le sénateur Rubio, le sénateur Bob Menendez, le sénateur Gary Booker, le sénateur Doug Jones, le sénateur Wyden, et tout ce monde-là, il a fallu leur écrire des lettres et pour leur convaincre de l'importance de passer cela. Et comme Haïti est le pays qui reçoit le plus de ce CBTPA, et nous avons pris le leadership au sein de la CARICOM, mais j'ai aussi travaillé avec des collègues de la CARICOM, notamment l'ambassadeur de Sainte-Lucie, Anton Edmonds, qui est un ami, et nous avons pu mener certaines activités ensemble. Mais c'est au nom de la CARICOM que j'ai été invité à témoigner devant la Chambre basse du Congrès. Et ça continue, quoi. Parce que maintenant que c'est approuvé au niveau du Sénat, nous avons fini avec la séquence du Congrès. Maintenant, la loi, pour être complète, il faudrait la signature du président. Nos efforts maintenant se portent vers la Maison-Blanche pour activer la signature de cette pièce importante de législature. Alors, auprès du Sénat et auprès de la Chambre des représentants, il y a eu de nombreuses démarches, de nombreux contacts. Vous avez même parlé du lobbying. Qu'est-ce que la région a offert ? La région, notre travail que nous avons fait, nous autres à l'ambassade, sachant que Haïti était le plus grand bénéficiaire de cela, nous avons mis sur pied notre propre équipe de travail. Et ça s'est fait avec nos gens de l'ambassade.
On avait dans le temps une équipe de lobbying, nous n'étions pas très satisfaits et l'État payait trop d'argent pour cela. J'ai recommandé tout simplement de laisser tomber cette équipe et ses efforts sont dus et le mérite revient à mes collaborateurs à l'ambassade, évidemment au chef de l'État et aux ministres qui nous ont appuyés là-dessus, que ce soit le ministre Bouchit, que ce soit le ministre Claude, et je crois que nous avons travaillé en tant que membre d'une grande famille haïtienne pour faire avancer, pour créer, mais maintenir au moins 55 000 emplois, mais aussi voir les possibilités pour en créer d'autres. Parce qu'en fait, le CBTPA nous a permis de créer ces 55 000 emplois et nous n'avons bénéficié jusqu'à présent qu'à même pas de 10%. Ce qui veut dire que le potentiel est énorme. Et c'est ce message que je voudrais lancer à la population haïtienne pour dire que les vrais problèmes de développement d'Haïti, même les problèmes politiques, peut-être leurs solutions sont au niveau de l'économie. Regardez, il y a eu des études qui ont été faites du côté de Caracol. Mais on a remarqué qu'il y avait moins de troubles sociaux dans le Nord à cause de Caracol. Donc l'incidence du travail, de la création d'emplois sur les troubles politiques est énorme. Donc pour nous, je crois que Haïti est capable facilement, avec une politique de création d'emplois à travers justement les avantages offerts par le CBTPA. Nous avons à peu près 55 000, 60 000 personnes qui nous ont rapporté l'exercice dernier à peu près $1 billion. Donc, imaginez 300 000 emplois, ça pourrait apporter au moins 10 millions, 10 milliards. Donc, il y a beaucoup de problèmes qu'on confronte actuellement. Je crois qu'ils seront résolus, notamment les problèmes de taux de change et de balance de paiement. Pendant plusieurs années. Sincèrement. Oui, j'invite sincèrement. Et toute la classe politique confrontée à mettre un contenu économique dans leur démarche. Je crois que ça devrait être, pour nous, le lien qui devrait rassembler tout le monde. Nonobstant les différences politiques et autres, mais je crois que ça, tout le monde devrait être d'accord pour dire, écoutez, il y a des différences, certes, mais au moins cela, créer des emplois pour notre population est indispensable et je crois qu'il n'y a pas de politique à faire là-dedans. Pendant plusieurs années, on ne parlait que de HELP et de HOLP. Et aujourd'hui, on parle de la Caribbean Basin Trade Partnership Act. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. En fait, il y a ce qu'on appelle le CBRE qui a été renouvelé. C'est un ensemble, ça s'appelle Caribbean Basin Economic Recovery Act. Et c'est une grande initiative qui a été prise sous l'administration du président Reagan. Mais pour implémenter ces mesures-là, il a fallu prendre des lois correctives. Donc la loi HOPE, la loi HELP et le CBTPA, tout ceci, ce sont des lois d'accompagnement de cette grande pièce législative qui a été renouvelée. Donc automatiquement, les lois se trouvent automatiquement confortées. Parce que quand on a fait le CBRE, on a vu qu'il manquait quelque chose. Et c'est là que je dois rendre hommage aux membres de l'ADI qui ont fait un lobbying formidable pour faire passer la loi HOPE et la loi HELP. Donc, c'est la même chose. Disons, c'est un train qui a plusieurs compartiments et nous sommes les grands bénéficiaires à cause de ces lois HOPE et ces lois HELP. Donc, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un projet, puisque c'est pas encore ratifié par le président, promulgué par le président américain, est-ce qu'on peut parler de projets plus étendus aujourd'hui? Non, le projet est renouvelé pour les 10 prochaines années. Maintenant, oui, jusqu'en 2030. Non, est-ce que là on peut parler d'extension? Est-ce que Oui, c'est l'extension, définitivement pour 10 ans. Maintenant, je crois que le président va le faire assez vite. Nous avons des indications qui nous permettent de le dire. Hier, nous étions dans une rencontre avec le CEO de DFC, qui est le Development Finance Corporation, qui a remplacé l'OPIC et qui a un budget de 60 milliards. Et nous portons nos efforts vers ces institutions-là pour qu'ils viennent vers Haïti et dans le cadre justement de ce renouvellement de CBTPA pour regarder tous les avantages qui peuvent être faits. Comme je vous ai dit, nous avons obtenu jusqu'à présent que 10% des retombées. Nous pouvons
faire des retombées exponentielles avec cette pièce législative. Donc maintenant, c'est de se mettre là en travail, créer des lois de notre côté qui soient attractives pour les investissements pour que nous puissions bénéficier de ces avantages-là. Et surtout qu'aux États-Unis, maintenant, il y a un concept qu'on appelle le nearshoring. Dans le conflit qui existe, dans le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis veulent favoriser des créations d'emplois dans les pays les plus proches de leur voisinage. Donc, je crois que là encore, les indicateurs sont en notre faveur et en faveur d'autres pays de l'Amérique pour pouvoir développer des business. Avec la évocation de TPP, Trans-Pacific Partnership, qui a été fait sur le président Obama et le président Trump l'a évoqué, et il y a beaucoup d'avantages qui ont été perdus pour les entreprises de l'Asie. Donc là, c'est autant d'avantages qui peuvent être accordés pour nous. Moi, je crois que c'est énorme ce qui peut être fait et j'encourage vivement, vous voyez, que toute une structure administrative et légaux de notre côté soit mise sur pied pour que nous puissions avancer et bénéficier de cela. Et je suis certain que l'impact sera énorme sur nos populations et on sentirait moins la pression politique, je dirais. Maintenant qu'Haïti va pouvoir bénéficier de cette loi, de cette loi une fois promulguée par la Maison-Blanche, on a ces possibilités jusqu'en 2030, disons 10 ans encore. D'abord, en Haïti, comment devrait-on s'y prendre pour pouvoir passer de 10% à 20% ou encore jusqu'à 25% et même, pour ne pas dire, à profiter au maximum des avantages qu'offre ce projet? Qu'est-ce qu'on devrait faire en Haïti? Bon, c'est ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire il nous faut prendre un train de mesures administratives, par exemple, il faut administratives, légales et autres, parce que aussi les questions de sécurité qui sont liées à cela. Mais moi, je crois surtout et avant tout, c'est un appareillage légal attractif qu'il nous faudra faire. Je crois qu'il y a des lois qui sont en suspens. Et malheureusement, moi j'ai été ministre de la Défense, nous avions un agenda à l'époque de près de 50 lois pendant que nous étions là, mais le Parlement ne les a pas votées. Donc il faudra quand même qu'on arrive à mettre des lois sur pied qui soient attractives pour les investissements d'une part. Et ensuite, aussi l'appareillage. Il y a peut-être lieu de créer d'autres structures. Par exemple, nous sommes en train de parler avec le DFC pour voir quelles sont des structures qui seraient beaucoup plus idoines pour favoriser cette attraction-là. Donc, mais je vous garantis que les potentiels sont énormes et Haïti a beaucoup à offrir et a beaucoup à prendre. C'est énorme ce que je vois, d'efforts que nous perdons dans des choses, je dirais, qui sont importantes. La politique, on ne peut pas en sortir. Mais je vois, et à côté, les opportunités énormes, mais énormes qui s'offrent à nous et que, justement, un peu d'efforts, on aurait pu faire pour les attirer. C'est peut-être un appel pour moi de pied à ceux qui ont la légitime espérance de vouloir changer le pays par la politique, de leur dire de mettre toujours un contenu économique. Bientôt, on va, et j'espère qu'on arrivera à un changement constitutionnel, mais j'espère aussi qu'on mettra un contenu économique dans ce changement-là. Les rapports patronat-ouvrier, ce sont des choses importantes dont il faudra discuter également. Parce que c'est absurde que chaque année, on doit toujours renégocier, si vous voulez, des questions de salaire. Peut-être qu'il faut penser à des conditions sociales avantageuses pour nos travailleurs. Et dans ce moment-là, on pourra peut-être voir dans quelle mesure ils ne peuvent pas avoir un répit, si vous voulez, dans les grèves à répétition qui se font, mais une fois que ces conditions-là sont atteintes. Moi, je crois qu'il y a des solutions. Donc, ce n'est pas tout du côté de l'État de faire des lois, mais il faut aussi que chacun y joue sa partition. Mais moi, je suis optimiste. Haïti a des avantages énormes. Sa population, qui malheureusement souffre, est également un avantage pour nous. Convertissons ces problèmes en opportunité. En opportunité. C'est-à-dire que Haïti a doublé la population de la CARICOM. Alors là, vous imaginez ce que nous pouvons apporter, aussi bien comme bouche à nourrir que comme production. Donc,
Maintenant, amenons le sujet, par exemple, à la compréhension du grand public. Puisque nous parlons de CBTPA, il y a exigence quand même de la part des Américains, il y a opportunités. Les opportunités sont nombreuses. D'abord, création d'emplois. Et jusqu'à présent, vous avez dit tantôt qu'on n'a pas su profiter au maximum des avantages de cette loi, que ce soit au moment de HOPE, de HELP et aujourd'hui CBTPA. Maintenant, revenons sur les exigences. Pourquoi les Américains, les sénateurs et les députés ont accepté de faciliter ou encore d'autoriser une nouvelle fois le renouvellement de ce projet? Pourquoi? Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Très belle question. Le CBTPA, quand il a été fait, il y a aussi des avantages pour les industries américaines. Il y a des avantages économiques. Maintenant, ça ajoute des avantages politiques. Les avantages économiques, c'est que les industries américaines en bénéficient aussi. D'ailleurs, dans l'appareil, dans les cotons, les industries du coton, nous avons dû aussi travailler aussi avec ces industries, ces manufactures de coton. Il y a ce qu'on appelle des cotton belts, les États qui produisent du coton. Ils ont leur groupe de lobbying qui, eux aussi, ont fait un travail auprès des congressistes, des parlementaires et américains pour faire passer la loi. Donc, les avantages sont également du côté des Américains. Donc, ils l'ont fait, bien sûr, pour des raisons de stabilité dans la zone, pour des raisons politiques. Et le nearshoring, maintenant, vient ajouter à cela des questions géopolitiques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, les États-Unis veulent contraindre un petit peu l'expansion chinoise. On est presque dans une période, si vous voulez, de guerre commerciale froide. Et je ne pense pas que le changement d'administration, si toutefois changement il y a, impactera, si vous voulez, cette politique américaine. C'est-à-dire que le CBTPA, c'est devenu une législation bipartisane. C'est-à-dire les deux membres, les deux grands partis, que ce soit des congressistes démocrates ou républicains, ont participé et pensent qu'ils vont aller dans ce sens-là. Donc moi, je crois que c'est une mesure qui est positive, de part et d'autre, c'est du win-win, et donc qui a un grand avenir devant elle, et il faudra qu'on travaille fortement pour pouvoir le renforcer. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres mesures qu'on devra prendre aussi pour investir, et c'est aussi l'action que nous portons maintenant vers le DFC, qui a remplacé l'OPIC, et qui est un organisme privé du gouvernement américain qui a un budget à peu près de 60 milliards, contrairement à ce que l'OPIC avait, qui a à peu près de 29 milliards. Donc, hier, j'étais avec M. Boller, qui en est le CEO, et on a parlé de faire justement des tournées pour voir comment on peut encore encourager ces investissements. De même que les Américains, cette administration a parlé également de grands projets qu'on appelle American Growth. C'est un projet qui encourage peut-être 60 milliards d'investissements dans les infrastructures. Donc, c'est toute une série d'avantages, je crois, qui sont offerts aux pays de la zone et de pouvoir bénéficier. Maintenant, il nous faut mettre, et c'est essentiel, ce que je dis là, des structures économiques, que ce soit privées, paraprivées, publiques, pour pouvoir accompagner ces démarches-là. Et la classe politique a un rôle important à jouer là-dedans, c'est-à-dire mettre du contenu dans leur démarche, du contenu économique dans leur démarche. Et je supplie mes frères et sœurs haïtiens qui se battent légitimement pour un meilleur Haïti de penser aussi à la création d'emplois, de faire une trêve. Parce que ça, je crois que c'est des sujets qui sont unanimes. J'ai rencontré Madame Michelle Bachelet. Cette dame m'a impressionné une fois aux Nations Unies. Je lui ai dit, Madame Bachelet, votre pays a connu des problèmes, des fractures sociales au Chili. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire du Chili une des économies les plus performantes de l'Amérique latine? Elle m'a dit, écoutez, après le départ de Pinochet, nous nous sommes assemblés, nous les opposants de différentes sortes. Nous avons dit, voyons qu'est-ce qui nous unit. Et puis mettons de côté ce qui nous désunit, on viendra après là-dessus. Travaillons sur ce qui nous unit. Et c'est ce message que j'aimerais lancer à la classe politique haïtienne. Je ne pense qu'il n'y a personne en Haïti, à moins d'être un peu timbré,
à qui on dirait créons des emplois, qui dirait non. Vous voyez, créons des conditions sociales pour que nos travailleurs puissent mieux manger, qui dirait non. Vous voyez, créons des routes pour le pays, créons des infrastructures, qui dirait non. Moi, je crois que c'est ce qui nous unit qui devrait être la priorité de notre classe politique. Et ce qui nous désunit, on verra après. C'est ce message que je voudrais lancer pour que vraiment ce pays, qui ne mérite pas le sort qui lui est fait, puisse avancer un peu plus vers l'avant. Et justement, ce sera bientôt la fin de cet entretien. Ambassadeur Denis, toute usine confondue, en guise de perspective, nous sommes aujourd'hui à près de 60 000 emplois directs créés. Est-ce que vous pensez qu'au moment du renouvellement de cette loi, après 10 ans, on sera déjà à 100 000? Tout dépend des mesures qui seront prises. Par exemple, je vous dis, le parc de Caracol a créé beaucoup d'emplois dans la zone. Nous sommes prêts. Je crois que facilement, nous pouvons créer au moins 300 000 emplois. Et maintenant, il faudrait voir des implantations de ces parcs-là, parce que pour créer des parcs industriels, il n'y a pas que ça, mais je crois que c'est ce qui peut créer le plus facilement des emplois actuellement. Mais pour créer des parcs industriels, il y a des prérequis. Par exemple, les questions de voies de communication. Il faut que ce soit un parc qui soit près aussi, soit d'un aéroport ou surtout d'un port. Donc, c'est de faire l'inventaire. Je crois qu'il doit en exister des inventaires et qu'on se mette à le créer. Maintenant, il faut peut-être des structures, peut-être qu'ils ne soient pas seulement étatiques. Nous encourageons beaucoup les PPP, c'est-à-dire des partenariats publics-privés qui peuvent avoir un impact beaucoup plus rapide dans la prise de décision, si vous voulez, d'affaires. Donc, je crois que nous pouvons atteindre facilement cet objectif-là. Mais il faut la volonté de le faire. Dans la même logique de Hope Help, en termes de préférence ou encore en termes d'opportunités, cette loi permettra donc aux entreprises haïtiennes de faire ou encore d'exporter grâce à certains privilèges, notamment pas de taxes. Et tarifs douaniers, je dois dire... Pas de tarifs douaniers, merci. Oui, tarifs douaniers, pas de taxes. Il y a toute une série de mesures qui nous fera plaisir, si vous voulez, une autre fois de pouvoir en parler. Mais je dois dire, entre le temps que le Congrès a approuvé et la signature par le président, et je crois que malheureusement, et maintenant l'ancienne CBTP a expiré. Donc, la nouvelle devra prendre mesure pleinement quand le président Trump aura signé. C'est pour cette raison que nous faisons notre travail auprès de la branche exécutive de la Maison-Blanche qui s'appelle le SNA, la National NSA, National Security Council, pour pouvoir activer la signature de cette pièce importante par le président Trump. Nous espérons que ce sera fait d'ici la semaine prochaine. Est-ce que, bon, nous savons que le président a été testé positif au coronavirus, il va y avoir élection aux États-Unis. Est-ce qu'une fois que la loi a été votée dans les deux chambres, est-ce que la Maison-Blanche, c'est la dernière question, est-ce que la Maison-Blanche est tenue de la promulguer? Ah non, mais attends, une fois que c'est voté, c'est fini, ça a la signature du... Oui, mais il faut la signature du président et on s'achemine vers les élections. Est-ce que ce soit Trump ou Biden, il est tenu... Ça n'a rien à voir. Oh non, ça n'attendra pas tout ce temps-là. Je crois que c'est une question de semaine, et la signature du président. Et les États-Unis, c'est un pays quand même qui a des institutions solides. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps dans la transmission des décisions exécutives. Ambassadeur Hervé Denis, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes un diplomate de carrière. Vous avez vécu pendant longtemps au Canada. Vous étiez également en Allemagne, ce que j'ai appris. Et vous étiez président de Chambre de commerce en Haïti. Et aujourd'hui, vous êtes ambassadeur à Washington, ambassadeur d'Haïti à Washington. Merci d'avoir accepté d'être avec nous à Métropole ce matin. Passez une bonne journée et un bon week-end.
C'est à moi de vous remercier, Wendell, et de saluer toutes vos auditrices et auditeurs d'une manière ou d'une autre, et toute l'équipe. Et je remercie également tous ceux-là qui nous ont aidés à pouvoir arriver à cette heureuse conclusion. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Voilà, l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Hervé Denis. On observe la pause et au retour, William Savary, l'économiste, sera avec nous. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est le moment d'accueillir l'économiste William Savary. Bonjour, William. Bonjour, Wendell. Bonjour, téléspectateurs et téléspectatrices de radio et télévision Métropole. Bonjour tout le monde, bonjour Haïti. On va suivre l'explication de l'ambassadeur Denis Tabay tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que effectivement, Jean les comprendre question, Jean a dit, l'Association des industries d'Haïti, Jean même comprenez, est-ce que CBTP a son bon bagage lié pour Haïti? Bon, tout bagage qui passe qui est favorable pour la région sont bon bagage. La question c'est comment que Haïti est capable de brancher pour le bénéficier de ça qui passe. Il y a un bagage que moi toujours promouvoir, nous faisons discussion en pile, c'est la question de l'investissement dans le pays. C'est vraiment à travers les investissements que tu veux créer vraiment les emplois. Haïti représente le plus grand marché de la Caraïbe. Et en fait, en attendant que Cuba entre dans le CARICOM, Haïti représente le plus gros marché CARICOM. Et si que la population haïtienne est munie d'outils pour travailler, non seulement que nous constituons un grand marché de consommation, mais nous constituons un grand marché aussi d'exportation. Parce que si on peut augmenter, parce que, tu sais, avec la population active de la République d'Haïti, soit fait 12 millions de populations, nous avons 8 millions de populations actives. 8 millions de populations actives, ça veut dire 8 millions de gens qui sont capables de travailler. Mais en dernier, on a vraiment 40% qui travaillent, ça vaut 3 200 000 personnes. 3 200 000 personnes, et c'est lui-même qui bat le produit intérieur brut qu'on gagne. Chiffre ça, c'est disponible, ah oui, absolument. C'est IHS Bayo? Ah non, c'est au niveau de la Banque mondiale, tu les as, au niveau des études de macroéconomique, tu les as, au niveau du Fonds monétaire international, au niveau des chiffres de la CIA fact sheets, ce sont des chiffres qui sont plus ou moins connus et des faits. Maintenant, mais ça que vous n'avez pas gagné, ça c'est l'expansion de la réflexion, c'est que sous prend 3 millions 3 200 000 personnes qui travaillent, qui produisent 8 milliards de produits intérieurs bruts, où on a fait près de 4 000 $ par tête d'habitant, par ouvrier, par monde qui activement travaille à la moyenne. Donc si vous êtes capable d'augmenter, chaque fois que vous créez un emploi, vous créez 4 à 5 000 $ de valeur en plus. Donc si vous êtes capable de créer 200 000 emplois, vous multipliez par 5 000. On idée de ampleur de comment que taux de croissance et création d'emplois capable d'affecter le produit intérieur brut. Maintenant, pour pousser la réflexion plus loin, vous avez en Haïti des institutions qui sont responsables des relations sociales, ou par exemple le ministère des Affaires sociales qui est responsable des affaires relations sociales. Mais il se trouve ce ministère des Affaires sociales et du travail. Si nous vraiment voulons créer un emploi dans le pays, on nous crée un ministère du travail. Retirer le travail là en affaires sociales. Créer un ministère du travail avec pour mission de se focaliser pour la création d'emplois. Mais là, ça, on connaît un ministère que, objectivement, on connaît qu'il y a, disons, 60 000 emplois dans l'Assemblée. OK? Objectivement, comme objectif, vous dites, avant la fin d'année, vous avez besoin pour créer 50 000 emplois en plus. Ça, il n'y a pas de doute, c'est travailler, c'est mandat, s'il ne pas faire l'échouer ou remplacer. Et ceci, tu peux cibler là où tu veux créer les emplois. Et puis, il y a le ministère travaille ça en mission de la création d'emplois dans le pays. Maintenant, il y a le fait en collaboration avec le ministère de la Planification, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances. Ça, où il y a un monde qui est capable de responsabiliser si l'emploi n'est pas créé dans le pays, qui est le monde qui est responsable. Et si tu veux créer des emplois,
je pense que c'est une... En Dominicaine, il fait. Ouais. Donc, en paquet de côté... C'est responsabilité, création d'emploi. C'est responsabilité qui est. Tout le monde. Il responsabilité de tout. Okay? Mais maintenant, il faut se garder de ne pas dire que l'État est responsable de tout. Il faut se garder de le faire, de le dire. Parce que les gars qui travaillent au niveau de l'ADI, mais ce ne sont pas des gars qui travaillent pour l'État. C'est le secteur privé. Tu as besoin d'un secteur privé très fort et dynamique. Donc, parce que le secteur privé joue un rôle important dans la création d'emplois dans le pays. Donc, tout citoyen en fait capable de faire partie de création d'emplois dans le pays. Bon anecdote. Hier, j'ai rencontré deux jeunes gens qui viennent côté moi, qui ont fait que me rencontrer par accident dans la rue. Dans la rue, je marché, je parle avec tout le monde que j'ai autant mélangé. Je rencontre ce gars, on se parle, on engage une conversation. Je me suis plaint que le parle qui était payé pas d'opportunité et que le pas faire business et que le business n'est pas marcher. Moi, je me suis dit, business pour le faire, je me suis dit, il était pas le bâti caille. Je me suis dit, à combien de copes? Je me suis dit, il était pas le bâti caille qui avait $50,000 pour le vendre. Je me suis dit, combien de copes vous gagnez? Il gagne 5,000 gouttes. Tu comprends? C'est un rêve. Je me suis dit, avec 5,000 gouttes, on va chercher 10 autres qui gagnent 5,000 gouttes tout. À organiser boîte fresco. Donc lui, s'il le fait, il sera en mesure de créer des emplois. Il fait partie du secteur privé. Donc nous, toutes les responsabilités pour nous créer emploi. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État. OK. Et Soumatéli, alors c'est un auditeur avisé qui voit l'information ça pour moi, qui fait me rappel là, que Wilson Lalo, à l'époque, t'a proposé un ministère de l'emploi. Un projet et tout morné, quoi. Bon, écoute-moi. Non, est-ce que nous sommes capables de dire, dans la logique, soit dire, nous sommes plus loin, je dis, si effectivement nous sommes au ministère de l'Emploi. Absolument. Mais maintenant, il faut responsabiliser, il faut avoir des targets. Il faut le définir, et puis il faut gagner, et il faut le connaître exactement. Chaque année, combien d'emplois que le supposé créer. Il faut une façon pour mesurer la performance. Et sous le ministère de l'Emploi ou bien le ministère du Travail, la seule façon que tu puisses mesurer sa performance, c'est si on a des targets définis et puis les satisfaire. C'est vraiment la seule façon. Parce que là, ça est responsable. Et puis, c'est qui network, qui réseau ou mobiliser pour permettre d'effectuer mission qu'on va lire. Est-ce que vous pensez que si c'est pas... bon, évidemment, c'est pas seulement en Haïti qui y a un type de travail dans l'industrie textile, les partout. Mais est-ce qu'on va trouver que ça bizarre depuis plusieurs années et que nous seulement encore à 60 000 toutes les usines confondues? Est-ce qu'on part où est que bon problème quelque part? Bon, écoute, l'enfant Jacques Talé, nous avons plus que 100 000 personnes qui travaillent dans le textile. Donc, c'est vraiment... Oui, il y a un pile qui est allé, il y a un pile pendant la période d'embargo, il y a un pile qui est fermé. Un qui est très important pour nous dire, pour nous mettre nous d'accord sur lui. Le capital est frileux. Il ne peut pas côté qui gagne des ordres. Et depuis Jean-Claude Allé, il y a une situation dans le pays que chaque 3 ans, chaque 4 ans, il y a un tumulte politique. Et même pendant les périodes de stabilité, c'est une stabilité relative. Donc, vraiment pas. Et pour que vous ayez des investissements, il faut que l'investissement soit fait, il faut qu'on fasse des projections, il faut qu'on connaisse combien de bons poiliers, il faut qu'on connaisse qui n'a pas de problème pour convertir profit si c'est un goutte collier de goutte à dollar. Il faut qu'on ait une stabilité au niveau des syndicats pour les employés. Il faut que les choses soient capables en mesure de projeter raisonnablement. Ça peut arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne pouvez pas dans le pays ça. C'est vraiment très simple. Donc, si vous regardez, pendant que nous perdons l'emploi. Alors, raison fait une bonne question. Bien quand on vient avec exemple Jean-Claude sous régime du Valais, tu as déjà plus de 100 000 emplois dans le secteur ça. Alors que nous vivons une croissance démographique exponentielle, côté que Josie en a parlé de 12 millions sous Jean-Claude Duvalier. C'est 6-7 millions que le TI. Donc, il paraît bizarre qu'au lieu que tu aies plus de monde qui travaille, il y a moins de monde qui travaille, je veux dire. Il y a deux bails qui sont importants dans ce dit. Premièrement, il faut mentionner en parenthèse que sous Jean-Claude Duvalier, le salaire minimum était plus élevé que le salaire minimum d'aujourd'hui. En termes de... de valeur. En termes de valeur. Oui, quand tu fais la conversion. Okay? Non, laisse à tout, nous avons 5 gouttes pour $1. Mais même si tu veux faire pour la parité, même si vous pouvez faire. Okay? Maintenant, le barrage qu'on gagne, c'est que
l'heure qu'on a un taux de croissance démographique comme nous l'avons connu, parce que le taux de croissance démographique, nous, depuis l'indépendance, sont qui varient en 2,25 et 2,75%. C'est qu'on s'est arrivé à la population que vous gagnez aujourd'hui, alors que tu commencé avec 400 000. Mais le taux de croissance de l'économie, pour répondre aux besoins du taux de croissance démographique, il faut au moins que l'égal à lui ou bien supérieur à lui. Et ceci, ça n'a jamais été, ou bien, ça n'a jamais été le souci de la gestion de l'économie pour nous assurer qu'au minimum, on a un taux de croissance qui correspond au taux de croissance démographique. Alors, on dit de bonne précision pour moi. Il dit que c'est 77 000 emplois que nous avons gagnés dans le secteur ça, sous Jean-Claude Duvalier. Oui, mais il y a l'autre travail. C'est pas seulement ça que tu gagnes. Maintenant, où gagnez qu'on y est là le taux de croissance démographique qui doit correspondre au taux de croissance économique au moins pour préserver la stabilité, pour préserver le pouvoir d'achat, pour préserver ce qui existe. Maintenant, l'autre bagage qu'on gagne pour mesurer le taux de croissance, c'est vraiment le taux d'inflation. Et en général, il est plutôt recommandé qu'au taux de croissance économique qui est au moins égal au taux d'inflation ou supérieur au taux d'inflation. Ainsi, tu as la création de la prospérité. Mais il se trouve qu'en Haïti, le taux d'inflation que nous avons sur une longue période est supérieur à 15 à 16%. Et par aucun côté, nous sommes très loin de notre taux de croissance économique de 15 à 16%. Très loin. Mais au moins, on peut se mettre d'accord pour avoir une économie qui pourrait croître au même rythme que le taux de croissance démographique. Même si nous mettons de côté toute considération politique, idéologique de William Savary, là, je ne sais pas qui est au campé, et bien que nous avons collaboré quelque temps, déjà, bon, auditeur qui dit pour me poser une question, ça pour lui, est-ce que la remobilisation de l'armée est capable d'une garantie sécuritaire pour le retour de grands investisseurs? Absolument. Maintenant, il faut répondre à une question ça avec beaucoup de particules, avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce qu'en général, une armée, dans le langage de la gauche, c'est vraiment un instrument de répression. C'est vraiment dans le langage de la gauche. Langage, perception, tout ça. Oui. Maintenant, pour le langage de la droite, une armée garantit la stabilité, et permet le contrôle de la population, permet la sécurité. On a parlé de l'armée en général, oui, ou de l'ancienne armée? Non, de l'armée d'Haïti. L'armée en général. L'armée, oui. Parce que l'armée, quel que soit le pays que l'on, c'est toujours rempli de fonctions. Si de la gauche, c'est une force répressive, si de la droite, c'est une force pour maintenir l'ordre. Oui. Maintenant, au bagage qu'on gagne, et la question à l'affirmative, oui, l'armée pourrait aider à maintenir, à préserver l'ordre au cas où la police, la force de police que nous disposons n'est pas munie des équipements et de la formation militaire nécessaire pour le faire. Comment il va tellement d'accord avec nous? Parce que après Jean-Claude Duvalier, tu as un coup d'État chaque semaine en Haïti et c'est la même qu'on fait. Écoute, le Dominicain, ils ont l'armée, pas un coup d'État chaque semaine. Oui. Donc, Jamaïque, ils ont l'armée, pas un coup d'État chaque semaine. Maintenant, question que vous préférez reposer question ça en l'autre façon. Si que où ils vont en situation côté que l'armée ou d'accord que l'armée sont forces répressives que liées, sous d'accord ça arrive. Ou bien d'accord l'armée sont forces qui maintiennent l'ordre des deux côtés. En Dominicanie, aujourd'hui, nous avons un nouveau président. J'ai suivi avec soin les décisions qu'il est en train de contempler. Avant son départ, la République dominicaine aura connu une croissance de point de vue de son produit intérieur brut de à peu près 25 à 30%. La situation en Dominicanie sera une situation très stable. Les gens vont avoir, les emplois vont se multiplier. Le niveau des revenus le niveau va également être à la hausse. Et il y aura une paix sociale. Donc, où on l'armée, c'est là pour préserver la sécurité nationale ou préserver les frontières. Maintenant, à qui est-ce que Dominicanie va faire la guerre? Est-ce que Dominicanie n'est pas arrivé à un point côté que l'économie est tellement stable que l'armée dominicaine ne sera plus nécessaire? Mais pour ça, il faut la chaos ou une stabilité économique. Donc, ce sont des grandes questions parce que la notion de l'armée en Haïti
et la notion de l'armée en République dominicaine va au-delà de la souveraineté nationale. Parce que c'est une île. Parce que bientôt, dans à peu près 10 ans, 15 ans, la concurrence dans la région Caraïbe sera la concurrence entre des îles. Donc tu as l'île d'Haïti ou bien l'île espagnole. Tu as l'île, tu as Cuba qui va bientôt sera une force économique immense. Parce que les gars là, ils ont une formation, ils ont entraîné, ils apprennent. Ou bien Jamaïque qui ont île, ou bien les autres petites îles de la zone Caraïbe. Ce qui faut nous commencer à réfléchir différemment. Il faut laisser tomber les argumentaires des passés. Il faut nous réfléchir dans 5-10 ans à quoi on va se servir de l'armée. Qu'est-ce qu'on va faire de l'armée dans 5-10 ans? Et si on a la prospérité économique, quels seront les rapports entre les deux nations les voisines? On nous fait des sous. Oui. On levait des bas. C'est ça. Maintenant, on attaque ce point d'actualité, la chute du dollar. Chez nous? Oui. Bon. Mais est-ce qu'on peut parler de chute du dollar? Il y a 3 façons, normalement, qu'on est capable de répondre à cette question. Okay? Premièrement, on est capable de répondre d'un point de vue politique, on est capable de répondre d'un point de vue théorique, on est capable de répondre d'un point de vue économique. Okay? Rapidement, je fait un sommaire de 3 mais on n'a pas beaucoup de temps pour aller en profondeur. Mais rapidement, je commencer d'abord avec le taux de référence en Haïti. Le taux de référence, c'est une moyenne que la Banque centrale servit pour lui dire, pour une indication qui va taux de change à supposer. Le taux de référence qui s'allie, c'est une moyenne arithmétique que le BRH prend entre les acteurs du terrain, et formels ou informels, les bons moyennes. Moyenne, c'est une moyenne arithmétique, j'aime dire, et puis les deux bois là, c'est l'indicateur du taux de change. Mais moyenne arithmétique que le bas haut, c'est en moyenne qui dit voilà la moyenne des taux de change pratiqués sur le marché. Mais taux de change, ça, il dit voilà maintenant le taux de change aussi de good dollar. On prend un taux de change pour déterminer un autre taux de change. En philosophie, ça relève en tautologie. C'est j'en vire, j'en tourne pour la vérité. Okay? Donc maintenant, j'aurais préféré voir que le taux de change, le taux de référence plutôt soit attaché à quelque chose d'autre. Peut-être le panier de la ménagère, peut-être le prix du pétrole, peut-être le prix de l'or. Il n'y a pas de différentes combinaisons qu'on va faire ça. Donc ce taux de référence-là, BRH, il y a 2 banques que le contrôle, c'est BNC avec BPH. Mais il a facilement affecté le taux de référence-là en équilibre l'autre by BPH avec BNC, qui taux de référence pour acheter, pour faire taux de change. Si par exemple, Unibank à $100 et puis il dit BNC fait pour la $50, la moyenne sera de 75. Donc, des cas affectés taux de référence là en jouant avec les 2 banques que l'État contrôle. Partagez compréhension avec le public métropole là, sous question ça. Le dollar tape point plume, si vous voulez. Tout le monde dit que bon, c'est normal, nous n'avons pas produit, les fondamentaux ne sont pas réunis. Excepté moi-même. Excepté vous-même? Excepté moi-même. Vous n'êtes jamais d'accord vous-même que c'est ça qui fait de la montée? Dans toutes mes interventions, j'ai toujours argumenté pour une goutte forte. En fait, oui, mais pour une goutte forte, comment? Là, maintenant, c'est vraiment ça la question. C'est la meilleure question. En fait, c'est une des meilleures questions. Parce que avoir une monnaie forte, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'on joue, que ça ne peut pas se décréter. C'est pour on circule on dit, mais ça peut de changer. Parce que la valeur d'une monnaie dépend, maintenant, si tu veux, on peut aller directement dans ce qui détermine la valeur d'une monnaie. Okay? Maintenant, en général, dans la littérature économique, on dit que la valeur d'une monnaie dépend de son cash Tavelli. Non. C'est pas ça? Non, pas du tout. Pour déterminer la valeur du monnaie, ils font une présupposition que tous les prix sont fixes. Tous les prix sont fixes. Le salaire est fixe, les loyers sont fixes, le prix du pétrole est fixe. Maintenant, c'est à partir du moment où ces prix-là sont fixés, la théorie maintenant commence à te dire que l'offre et la demande déterminent les prix. Donc, si tous les prix sont fixes, donc automatiquement qu'il y a une augmentation de demande, le prix augmente. Et s'il y a une augmentation d'offre, le prix baisse. C'est vraiment la base fondamentale de toute théorie, toute base où on est là, c'est de social basé.
Okay? Mais en général, nous savons que dans la vie, les prix ne sont pas fixes. Okay? Toutes choses confondues, tout prix a fluctué toute la journée. Donc, il y a une seconde école de pensée qui dit que les prix sont déterminés, c'est en fonction du coût de production. Parce que c'est le coût de production qui détermine la valeur de la monnaie. Le plus bas sont tes coûts de production, le plus tu es en mesure de capturer des marchés, et plus tu capturer des marchés, plus tu es capable de créer la prospérité, et ça va déterminer la valeur de ta monnaie. Donc, c'est deux approches différentes qui qu'est-ce qui détermine le taux de change. C'est pour moi qui est déterminé par décret. Ok. Bon, je comprends l'explication, mais je vais retourner sur la question que je pose déjà, William Savary. Ok, nous sommes d'accord. Ou tu es toujours pour une monnaie forte, une monnaie nationale forte, c'est ça? Pour une gourde forte. Oui, et mais je m'en souviens, plusieurs fois, nous avons parlé de l'or. Oui. On avait parlé que la Banque centrale devait déjà contempler comment exploiter nos mines d'or pour renflouer, pour réapprovisionner, pour augmenter les réserves, pour qu'on puisse avoir une monnaie forte. Plusieurs fois, on a argumenté ça. Très bien. Mais maintenant, d'après compréhension par où, pour qui ça fait que le gold a monté, un dollar a monté, puis le gold a perdu. Okay. D'après vous-même. Je vais te donner une explication politique. Okay? Et pour ça, le pas technique? Premièrement, il n'y a pas cas technique pour qui ça? La valeur du dollar, aujourd'hui, sur le marché international, est capturée dans ce qu'on appelle le dollar index. Le dollar index, c'est la valeur du dollar vis-à-vis 6 monnaies internationales. Par exemple, vous avez l'euro, la livre anglaise, le franc suisse, le dollar canadien, pour gagner yen japonaise. Okay? Et puis, il y a des chinois capables là-dedans tout. Maintenant, tu as ce panier de monnaie, et la valeur de ce panier de monnaie vis-à-vis du dollar, c'est vraiment, c'est sur le marché international de la monnaie, c'est ce qui détermine la valeur du dollar par rapport à ces 6 monnaies, à ce panier. Okay? Sur le marché international, le dollar n'a pas perdu, est stable. Vis-à-vis de ces monnaies. Donc, pour qui ça, c'est en Haïti seulement que le dollar a chuté, j'ai chuté? Non, on va monter avant. On va avant. Non, mais c'est la même. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me... Bonne réponse politique, là. Hein, parce que la question que tu poses est une question politique. Okay? Et m'a fait avec beaucoup d'attention. Parce que... Mais comme nous sincèrement dans la tête, pas ma pose une question politique dans la tête, pas. Oui. Je peux me tromper, mais seulement poser des questions que me passer tout le monde a aimé une réponse. Tu as aimé une réponse. Oui. Nous t'es resté comme ça, et puis nous, ouais. De la montée route, après ça, le descend. Non, il n'est pas monté, il n'est pas ça nous observer. La montée, il va jamais descendre. La montée, il va jamais descendre. Mais dernière année, ça qui s'est passé là, c'est comme si, je dit, good là, prend une vitesse. Non, c'est comme si son descente vertigineuse, si vous voulez. C'est dollar qui monté. D'après moi, je dis à connaître qui ça te fait ça. Avant de venir, je dis sous l'inverse que nous avons observé. Non, parce que c'est un con 50 cobs. Il gagne 2 médailles, il gagne 2 bois. L'une c'est revers de l'autre. Ok, bon, moi je pense ça. Pour ça, dollar a monté comme ça et puis mais là, ça c'est mon opinion. Ok. Je souhaite si on n'a jamais dit, pour moi, dit selon William Savary. Parce que je ne sais pas quel bail que moi dit, moi je vais répéter après. C'est comme si c'est pas il est sorti dans le ciel. Ok? Je pense que lorsque il faut rendre compte que monter chute good là et monter dollar depuis Castellale. Alors, si vous regardez des graphiques, good là, évolution good là, pendant les 20 dernières années, avant l'arrivée du conseil actuel de la BRH, il était stable, il fluctuait entre 40 et 52, 53, pendant près de 15 ans. Avec l'arrivée du nouveau conseil, il est passé de 50, Goudlan sorti de 50, il est monté à 120, okay? Sur une période de 5 ans. Maintenant, en pile, le monde dit que Haïti va produire, c'est normal, etc. Mais je ne pense pas. Je pense plutôt que lorsque le président Jovenel est arrivé au pouvoir, les gens qui sillonnaient autour du pouvoir
ou les gens qui avaient son oreille, étaient plutôt les gens qui pourraient bénéficier d'une goude faible et d'un dollar fort. Parce que ce sont des gens qui sont payés en dollars, qui dépensent en goude. D'où ils favorisaient et encourageaient une politique qui permettait une dévaluation de la goude par rapport au dollar. Et aujourd'hui, et c'est ceci pour expliquer la montée du dollar et la chute de la goude pendant la période que vous évoquez. Okay? Aujourd'hui, selon moi, les gens qui ont l'oreille du président, ce sont des gens qui auraient préféré une goude forte. Ça passe. Parce que... Il va payer $1 encore? Non, parce que leur activité économique ne constitue pas l'assemblage ou l'exportation de produits finis en Haïti côté au pays en goude, mais plutôt que leur activité économique, c'est surtout sur la consommation locale, l'importation et qu'ils vendent local, qu'ils vendent en goude, et qu'ils sont obligés de convertir leur goude en dollars. Et si le goude l'a dévalué, chaque fois qu'il y a le converti pour aller approvisionner des tuyaux, il y a perdu. Et je pense que c'est ce jeu politique qui se joue sur la monnaie là aujourd'hui en Haïti. Mais je pense que plus le monde gagne, c'est plus qu'on veut gagner. Si je continue à toucher en dollars, je n'ai aucun intérêt pour me faire président, changer, ça mal dans recevoir gold bito. Sur l'évolution de la réflexion. Si on a porté du riz, on a porté pétrole, l'on vient vendre sur le marché local, on vend en goude. Oui, on touche en goude. Maintenant, si le goude a dévalué, le qu'on parle où il a approvisionné tout, ou pas gagner autant comme. Mais si le goude l'a dévalué, il faut beaucoup plus de goude pour réapprovisionner tout. Non, mais c'est eux-mêmes encore qui t'ont fait la dévaluer, si bien comprendre. Tu as deux camps. Ce camp est différent du camp. Par exemple, on peut prendre les gens qui font l'assemblage. Okay? Les gens qui font l'assemblage reçoivent leur contrat en dollars. Okay? Mais leurs dépenses, c'est en goude. Les salaires sont payés en goude, les loyers sont payés en goude, l'électricité est payée en goude. Tout est fait payer en goude. Oui, mais pour que ça aujourd'hui là, pour que tu as besoin que ou plus. Non, ce n'est pas eux qui en ont besoin. C'est simplement les groupes d'influence qui se jouent dans le pays. Aujourd'hui, ces gens ont perdu l'influence sur le pouvoir. C'est ce que tu dois comprendre. Donc ça veut dire que le pouvoir... Il y a à l'intérieur de l'élite, il y a une lutte. À l'intérieur de l'élite, il y a une lutte. Là, tu parles de l'élite économique ou bien? De l'élite économique, il y a une lutte. C'est mon interprétation. Est-ce que on a dit que le monopole a changé quand? Pas monopole, non, mais les activités économiques dominantes ont changé quand? Dans quel camp les connaît là? Maintenant, c'est dans le camp des gars qui importent des produits qu'ils revendent sur le marché local. Mais est-ce que tout le groupe, ça a tout l'entourage président? Il est capable peut-être qu'il y ait là de perdre l'influence. Oh, ok. Ça c'est une question d'influence. Qui est-ce qui influe au niveau de la Banque centrale? Qui est-ce qui est au niveau... Parce que songez que le pouvoir exécutif en Haïti dicte les lois et les décisions de la Banque centrale. La Banque centrale n'est pas tout à fait indépendante, quoique plusieurs des fois, moi j'ai argumenté pour une réforme bancaire, moi je dis ça souvent ici, moi une réforme monétaire, moi je dis ça tout le temps sous plateau. Donc, et tout ceci rentre dans le cadre pour essayer de créer une banque centrale totalement indépendante, autonome, qui pourrait vraiment satisfaire son mandat. Vous comprenez? Mais où pas ça en Haïti? Et pour vraiment atteindre niveau de transparence, niveau de production, niveau de prospérité qu'on a besoin, ou besoin, premièrement, réforme bancaire, ou besoin de réforme monétaire, ou besoin de réforme des lois fiscales, ou besoin de réforme des lois de la corporation. OK. Est-ce que vous pensez que tendance à prêter comme ça pendant des semaines et des mois, ou bien est-ce qu'on a une prévision? Est-ce que vous pensez que dans tête pas, en tant que monde qui a réfléchi, qui a faire analyse, dollar capable d'arriver jusqu'à 50, 40, 25, parce qu'il y a un économiste qui dit que le varié est capable de le lancer entre 25 et 50 gouttes. Qu'est-ce que William Savary pense lui-même? Non. Cette notion de ça, que nous capable de fourchette à l'intérieur de laquelle que l'agent peut négocier, mon pas dit que valeur monnaie encore, qui soit on fait monnaie. OK, fourchette pour la sort, ouais. Je pense que avant la chute de la monnaie, avant la dépréciation de la goutte de 50 à 120, on avait le produit intérieur brut de la nation était à peu près 8 milliards de gouttes.
$8 milliards. Il n'est pas plus haut, il n'est pas plus bas que ça. Okay? Et le lit monté, contrairement si tu se songes, en pile des fois, moi, sur plateau, moi, dit que la notion de créer la prospérité à travers de la dévaluation de la monnaie, elle est fausse. Parce que tout dans pile l'interview, moi, sur Galéo, il y a après dit ça. Maintenant, si que la notion de la dévaluation devait créer des emplois, bon, ou tu as bien aujourd'hui, ou pas tu as 60 000 emplois dans le textile, ou tu as 120 000. Parce qu'on a passé vraiment 4 ans avec une monnaie dévaluée, la goutte dévaluée. Donc, la notion, c'est de créer l'écosystème nécessaire pour permettre qu'il y ait une stabilité et les habilités de prévision de la monnaie. C'est ça qui a rapporté l'investissement, c'est ça qui a fait monter la carrière. Très bien. Mais parallèlement, pour le souterrain, pas non? Dans tête pas William Savary, fourchette là, c'est qui ça le doyer? Entre 50 et 75. Entre 50 et 75. D'après vous-même. Donc, sur 60, il y a une fourchette pour là. Et sur 50? C'est toujours une fourchette. Mais dans le combat qui arrive, leur établir une fourchette, ça veut dire que tu établis les paramètres d'intervention. Vous voyez, ça vraiment une fourchette. Non, parce que une fourchette qui est entre 60 et 75, c'est si que par exemple, sur le marché international, c'est un bail qui fait tout le temps. Par exemple, moi, je suis ancien négo, en fait. C'est une époque, moi, j'étais un head trader. J'étais responsable d'un bureau de change pour une grande banque coréenne à New York. Côté on négociait sur le marché international de la monnaie de fortes sommes. Okay? Mais ce qu'on faisait, on identifiait les fourchettes à partir dans lesquelles les monnaies devaient négocier. Et là que l'arrivée tout prix fourchette là, soit à la hausse ou à la baisse, on anticipait les interventions des banques centrales pour ramener la monnaie à l'intérieur de la fourchette. Donc c'était une stratégie que l'on mettait en œuvre pour spéculer sur le marché de la monnaie. Malheureusement, même quand on parlait de l'américain, de présidentiel, peut-être on a fait ça, on l'autre là, mais en passant, il faut me dire que Joe Biden, vous y pensez là, Donald Trump. Oui, c'est normal. Je m'y attendais. Donald Trump malade, adversaire politique, l'Andil, oui. L'exprimer, pensez-le. Oui, mais alors, est-ce que si Joe Biden était malade, tu as fait ça? Bah quoi. Parce que moi, que c'est une rare fois, même la mère que n'est pas bail. Non, parce que c'est à cause du corona. Ça faisait partie du protocole. Oh, ok. Maintenant, il faut rendre compte qu'il y a un amendement aux États-Unis dans la Constitution américaine, que c'est l'amendement 26, qui prévoit, en cas de déshabilité d'un candidat ou bien d'un président surtout, comment pour transfert est fait. Donc, tout a été prévu. Donc, si M. Gombagay, les institutions continuent. Est-ce que nos candidats vice-présidents a monté pour faire campagne? Mais ce qui va arriver, ce sont les grands électeurs. Ils vont d'abord voter. Bon, ils sont capables de retirer nos monsieur sous ballotte là. Et puis ils mettent nos. Alors sous bulletin. Sous bulletin, merci. Ils mettent nos peines, mais except la trop de travail. Il a quitté sans doute que l'élection faite avec nos monsieur sous bulletin. Et puis les grands électeurs vont se réunir, ils vont faire notre convention et puis ils vont transférer vote grand électeur by Pence. Parce que d'après la constitution des États, on n'est pas capable de pour un vote pour représenter, pour voter pour un monde. Par la loi, on n'est pas capable. Donc, il faut qu'on ait l'autre loi qui permet de faire. Mais ça n'a pas de prévu dans. Il va prévoir Corona tout. Il va prévoir Corona tout. Ça fait M. Gayen. Ça fait M. Gayen. Mais pas jamais croire qu'elle existait comme maladie pendant longtemps. Il le croyait, c'est parce que ça fait partie du bravado de la droite religieuse. Parce qu'il faut rendre compte aux États-Unis, les gens gagnent des positions très doctrinales. Parce que lorsque tu as une position doctrinale, c'est très difficile de changer d'avis. Parce que aux États-Unis, tu as ce problème de racisme. Côté que il y a des extrémistes blancs, mais ce problème de racisme existe dans plusieurs pays, même chez nous. Parfois, mais cette question de couleur, de racisme en Haïti, c'est une question que nous devons débattre ouvertement, sans préjugés, sans préavis, sans prérequis. Ce sont questions qui sont importantes dans le pays. Nous, même j'en ai important la Caillou, même j'en ai important Dominique, j'en ai important Jamaïque. On ne peut pas avoir peur de discuter des questions qui nous concernent profondément, que personne ne va parler de eux. Aux États-Unis, ils parlent de eux ouvertement.
Parce que c'est un problème qui a éclaté dans leur vie, qui a éclaté dans la figure. Il a éclaté dans la figure. Donc, vous comprenez, donc, on ne peut pas avoir peur de discuter des choses sérieuses et qui font peur et qui gênent. C'est ça. On a invité bientôt William pour essayer d'approfondir ces questions, tant que j'aime te promettre déjà. Et avant de nous aller, je vais dire que un auditeur très avisé qui dit nous que il pensait que le dollar a stabilisé à 57 parce que pesos là a navigué à 55 kounia. Il y a un rapport? On a une fourchette, ça va. Parce qu'à l'intérieur de la fourchette, la Banque centrale va intervenir. Parce que grand politique, alors établir une fourchette, il ne faut jamais être définitif en finance. Jamais. Ok, je me pose une question ça. Je dis, ça fait la descente, non? Qui ça cap descendre? Ça fait le dollar descendre par rapport à gold là. Aujourd'hui? Bon, il y a ce qu'on appelle la moral persuasion. La Banque centrale non, est-ce que c'est Banque centrale? Est-ce que c'est Banque centrale qui fait la descente? A intervenu sur le marché et de créer une situation de stabilité. Personne ne va prendre côté pour le faire. Est-ce qu'il ne va pas l'acheter good? Est-ce qu'il ne va pas le vendre good? Donc, ce qui veut dire ceci a permis de stabiliser et de favoriser à la hausse la good. Est-ce une bonne chose? Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est toujours une bonne chose toutes les fois que tu augmentes le pouvoir d'achat des gens. C'est toujours une bonne chose. Est-ce que le pouvoir d'achat va venir automatique puisque si on a commandé à un dollar qui a besoin de plusieurs gouttes, et je dis on a besoin de moins de gouttes pour commander. Oui, politiquement, ça arrive. Il y a une série de monde qui bénéficie et qui ne peuvent pas bénéficier. Oui, les gens qui commandent ont besoin d'une goutte forte. Parce que eux-mêmes, il y a 20 en gouttes. Non, mais je dis à William Savary, il y a des gens que je connais qui presque fait faillite parce que tu as commandé dans le moment que le dollar est fort. Ah, écoute, ça sont l'autre cause. OK? Ça sont l'autre cause. Pourquoi? Parce que. Si tu as des provisions en stock là, Kayo. Si tu as des provisions en stock là, Kayo. Et l'autre acheté la prix fort. Non. Ça, c'est l'autre cause que je dis. Okay? Parce que là, on va parler de question de rolling stocks. Parce qu'il faut se rendre compte que l'organe business, parfois, c'est le profit moyen. C'est sur le profit moyen que le business est vraiment réussi. C'est pas chaque. Parfois, tu as des pertes. C'est le profit moyen. Parfois, parce que là, tu as fait gros comme l'autre là. Merci un peu. Est-ce que tu dis? Non. C'est même gens avec parfois, changer les tégés pour payer l'autre là. Tout mon hôtel lui a plein, que par un touriste, tout est vide. Question, moi, c'est les hôtels ont été remplis, tu connais les moudjim? Merci un peu, William. Merci un peu. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On a eu deux invités aujourd'hui. Dans un premier temps, on a accueilli sur le plateau l'ambassadeur Hervé Denis et dans un second temps, l'économiste William Savary. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous souhaite un excellent week-end, évidemment, avec Métropole. Et à la semaine prochaine. William Savary, encore une fois, merci. Merci Wendell, merci tout le monde. Et à bientôt. Et à bientôt. Voilà. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.